M. Pascal Assimi Nguessan voulait l'union au FPI, si c'était moi, j'aurais accepté n'importe quelle condition, ne serait-ce que passer la porte de là où se trouve son frère, le président Laurent Gbagbo, et au sortir, même s'ils ne sont pas d'accord sur les conditions, il peut se rétracter, dire qu'il n'est pas d'accord. Il aurait dû, pour la paix en Côte d'Ivoire, aller, même quitte à faire une déclaration, ne serait-ce que pour croiser le président Laurent Gbagbo. Donc pour moi, je pense que je voudrais savoir qu'est-ce qu'il compte faire. Laisser le président Laurent Gbagbo en prison et aller aux élections avec cette série-là qu'on sait qu'elle conduit la Côte d'Ivoire dans un chaos. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, est-ce que je... Une autre personne, une question? Merci pour l'initiative. Madame. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette rencontre, Monsieur le Premier ministre. Moi, j'ai deux questions à vous poser. La première est de savoir, au niveau de la Côte d'Ivoire, vos anciens camarades, quelle démarche faites-vous pour les rencontrer, pour pouvoir faire table rase de tout ce qui s'est passé? Quelle initiative vous avez prise pour les rencontrer? Quand la première dame est sortie de prison, tout le monde est allé la voir. Est-ce que vous êtes allé la voir? Elle était en prison, vous n'avez pas pu aller la voir, ça, vous avez vos raisons. Mais est-ce que quand elle est sortie de prison, vous êtes allé la voir? Ma dernière question est de savoir, pour aller voir le président à Bruxelles, quelles étaient les conditions qui étaient émises? Est-ce qu'il y avait des préalables pour la rencontre? S'il y avait des préalables, quels étaient les préalables? Bon, je vais me lever, c'est ma façon. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Assimi Nguessan. Bonsoir à tous les représentants du FPI, tendance, voilà, Assimi Nguessan. Alors, Monsieur le Premier ministre, mon intervention, elle sera particulière. Elle sera particulière dans la mesure où je vais situer un certain nombre de faits. Et à l'issue de ces faits-là, je vais essayer de vous poser des questions. Mais des questions qui ne sont pas miennes. Des questions qui ne sont pas personnelles. Des questions qui sont la résultante, sinon la somme des préoccupations de nos compatriotes, les Ivoiriens qui nous suivent au quotidien. Déjà, j'ai été quand même agréablement surpris de voir que dans votre façon de communiquer déjà, vous avez une évolution positive, à savoir que vous étiez en retard, vous êtes excusé, ce qui est normal en tant qu'homme politique, mais vous avez soulevé des éléments qui sont des éléments importants. Lesquels? Les éléments selon lesquels, contrairement à beaucoup d'hommes politiques africains, et contrairement à ce que nous nous sommes attelés à dire depuis des années, vous nous avez quand même fait comprendre que le merci reviendrait plutôt à ceux qui vous ont attendu, à ceux qui ont manifesté le désir et tout de vous attendre parce qu'ils avaient des préoccupations. Et ça, c'est des points qu'il faut soulever pour que, en tout cas, les hommes politiques puissent l'engranger, l'ancrer et tout dans leur mémoire une bonne fois pour toutes. Nous, on a des positions qui sont transversales et qui sont diamétralement opposées et tout aux Ivoiriens basiques. Nous sommes arrivés en France très tôt, nous avons fait nos études ici
Et nous avons l'habitude des hommes politiques occidentaux qui, chaque fois qu'ils ont besoin d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'électeurs, de sympathisants, etc., font la démarche d'aller vers, qui leur expliquent leur dynamique, qui leur expliquent leurs ambitions et qui essaient d'emporter avec eux un certain nombre de personnes qui vont rentrer dans leur dynamique. Aujourd'hui, on sait quand même que dans les débuts, c'était difficile. Parce que les problématiques que nous posons aujourd'hui, ou du moins des rencontres comme ça, j'ai vu là sur les réseaux sociaux des gens qui disent que la salle est vide. Je tiens juste à leur rappeler que la salle n'est pas vide. Nous avons voulu cette rencontre restreinte pour qu'il y ait quand même un certain nombre de symbioses, une proximité, où nous allons poser des questions qui sont importantes, qui nous préoccupent. Et donc, nous voyons que vous êtes dans une évolution. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis tombé sous le charme parce que j'ai des questions qui sont des questions clés. Nous vous disons merci. Merci pour ce retard. Merci pour cette présence. Voilà. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais au sein de la résistance pure et dure, au sein des Parisiens, au sein des pro-Gbagbo, parce que vous-même vous restez un pro-Gbagbo, voilà. Je me suis attelé souvent à rappeler que le président Laurent Gbagbo ne choisit pas par hasard un premier ministre. Le président Laurent Gbagbo ne choisit pas par hasard qui va diriger et tout, l'œuvre de sa vie et tout, qui est le FPI. Et donc forcément, ça rappelle, sinon ça montre, ça dénote simplement que cette personne-là est une personne quand même qui a eu à le côtoyer et que ce n'est pas la 5e roue du carrosse. Mais nous, Ivoiriens, lambda, lorsque le président Laurent Gbagbo tombe et que lui-même il a dit, lorsque je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat, ma première question est de dire ici, là, dans un premier temps, est-ce que vous-même, au point de vue pédagogique, est-ce que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de leviers de pédagogie, d'explication de votre stratégie après l'arrestation du président Laurent Gbagbo que vous avez raté? Donc le premier point, c'est est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas attester avec moi qu'au point de vue communication, par rapport à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, vous avez raté des choses. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question qui me vient à l'esprit est de vous rappeler ici que dans plusieurs de vos interventions que nous avons suivies, voilà, mais on va s'économiser les mots et tout, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo, au-delà de ce qu'il a fait, il est important et tout de repenser les choses et d'avancer. Je vais vous prendre des scores. Je fais partie des personnes qui, au moment où on avait des dynamiques de boycott, de refus de participation à une quelconque élection, fût-elle présidentielle ou législative, je fais partie des personnes qui n'ont pas été en adéquation, en accord avec vos prises de position. Aujourd'hui, après avoir participé à l'élection présidentielle, après avoir participé aux élections législatives et municipales, fort du fait que vous nous avez expliqué aussi que le combat il était démocratique, et donc la participation à tout ce qui était échéance démocratique était importante, et que c'est la seule voie pour vous d'apporter un changement, quel est votre constat cuisant aujourd'hui par rapport à la démagogie du camp d'en face et au refus même du respect des règles de démocratie? Est-ce que le constat aujourd'hui là n'est pas que vous soyez à l'Assemblée nationale, que vous ayez participé à quoi que ce soit, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans le même labyrinthe? Deuxième question. On a constaté aussi, pour ceux qui sont amoureux, ceux qui ont la fibre maternelle et tout, que c'était tendu entre vous et maman Simone Gbagbo. On a vu des déclarations de vous disant que elle était quoi? Elle était sanguine. Ça, c'est votre mot, ça. Voilà.
nous aimons beaucoup Maman Simone Babo. Est-ce que ce genre de phrases et tout, ce genre de déclarations, ou des exemples tels que De Gaulle, mais ce n'est pas pour autant que les gaullistes et que les choses n'ont pas évolué, en parlant du président Laurent Gbagbo. Et ça, ce sont des vidéos et tout, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, donc je sais un peu de quoi je parle. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris des libertés quand même, vous n'avez pas très vite voulu couper le cordon ombilical sans pouvoir vraiment expliquer où vous voulez nous amener? Ma quatrième question, elle est cardinale. Des scores. Des scores. Aujourd'hui, j'ai entendu le frère tout à l'heure dire, je suis fidèle, j'ai entendu, tout le monde se présente et tout. C'est des règles de commodité. Je suis du FPI, je suis du FPI. C'est quoi le FPI aujourd'hui? Est-ce que le FPI, parce que moi je parle comme ça et tout, parce que en fait, nous avons besoin d'avancer. Et pour avancer et tout, on a besoin d'être pragmatique. Pour être pragmatique, le FPI, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les Européens, quand ils vont parler de tendance. La tendance de Nicolas Sarkozy, les Sarkozys, des gaullistes, etc. Et tout. Qu'on le veuille ou pas, dans un parti politique, homogène ou pas, il y a des tendances. Voilà. Il y a des tendances, il y a des gens qui vont suivre les gens. Donc moi, au demeurant, le FPI serait unifié d'une façon ou d'une autre. Il aurait des picaïstes, des picasses, tout ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, il y a la modosphère. Il y a des gens qui, dans cette résistance, aiment modo. Donc, ils sont juste là pour la modosphère. Est-ce que, au vu eux aussi de vos résultats, est-ce qu'il n'est pas important et tout de redéfinir les bases des négociations? Est-ce qu'il n'est pas important et tout de savoir que la tendance forte, d'une façon ou d'une autre, est celle-là qui refuse de vous comprendre, est celle-là qui ne vous a pas compris, est celle-là et tout qui ne veut pas vous... Et je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci encore à vous d'être là aujourd'hui, parce que ça va nous permettre d'avancer. Après, il y aura une série de questions. Après, il y aura une série de questions. Après le deuxième tour. C'est comme ça, on en parlera plus. Vas-y. Bien, mais je voudrais vous remercier. Hein. Il y a eu beaucoup de questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais donc les parcourir les unes après les autres pour ne pas sauter une question et pour répondre donc avec précision aux préoccupations qui ont été émises par les uns et les autres. Alors, c'est au Sissi, hein? Pourquoi il y a deux Sissi? Bon, il a dit que la phrase qu'il a lue lui-même était une phrase Abidjan.net. forte, lourde. Voilà. Non, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde parce que parfois il n'y a pas d'autres mots pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Parfois il n'y a pas d'autres mots. Et la question de la présidente du FPI, là, comme je l'ai indiqué d'ailleurs au cours d'une interview sur une autre plateforme des réseaux sociaux, on l'est ou on ne l'est pas. Voilà. On est député ou on n'est pas député. On est ministre ou on n'est pas ministre. On est président ou on n'est pas président. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et si vous êtes président, vous devez le dire. C'est-à-dire qu'il y a une réalité et les gens veulent conter une autre histoire. Parce que la réalité aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en France ici, c'est-à-dire en France, si vous allez même rencontrer, pour parler des partis qui nous sont proches de nous, le Parti socialiste français, et vous lui demandez, mais qui est le président du FPI, le parti qui est avec vous à l'international socialiste?
en Côte d'Ivoire, c'est de ce nom-là qu'ils vont sortir. Je suis président du FPI, ça fait 18 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire où on dit c'est à la faveur de la crise, on lui a donné comme ça, dans des conditions un peu floues, ou bien comme chose de Gbagbo n'est pas là, il est devenu de façon floue président. Non, je suis président depuis 2001. Quand Gbagbo a été élu président de la République en 2000, la constitution de cette époque disait qu'on ne peut pas être président de la République et président de parti. Et c'est nous-mêmes qui avons fait inscrire cette disposition dans la constitution. Parce que nous disons qu'un président ne doit pas être partisan. Le président de la République doit être au-dessus des partis. Il doit être le président de tout le monde, qu'on soit du PDCI, du FPI, du RDR ou de n'importe quel parti. À partir du moment où on est président de la République, on est président de tout le monde. On a fait preuve d'impartialité, de neutralité vis-à-vis de l'ensemble des Ivoiriens. C'est ça l'esprit de la République. Pour que les présidents n'aient pas une attitude partisane, ne privilégient pas un camp au détriment des autres, il faut qu'ils soient au-dessus des partis. Et c'est comme ça qu'en juillet 2001, avec la bénédiction du président Gbagbo, j'ai été porté à la tête du Fonds populaire ivoirien. À travers les élections, évidemment, puisque ce sont les tests du parti, quel que soit, c'est comme dans toute organisation. Même lorsque vous êtes soutenu par X ou par Y, vous devez passer par des élections devant les militants. Et j'ai été président du parti. J'ai été à ce poste jusqu'en 2010, pendant qu'on faisait les élections, j'étais président. C'est en tant que président, et c'est parce que je suis président du FPI que je suis allé en prison. Si j'étais un militant quelconque, on ne m'aurait pas arrêté. Pendant la crise de 2010-2011, on m'a arrêté parce que je faisais mon travail de président du parti. Et je continuais à parler. Même quand ils ont arrêté le président Gbagbo, je continuais à parler. Pour dénoncer que c'était un coup d'État. Mes parents même m'appelaient, mon grand frère m'appelait pour dire, tais-toi, les gens ont pris la ville, ils vous cherchent. Et tu continues de parler sur les radios internationales. Si tu attrapes, ils vont te tuer. Je lui ai dit, mais en tant que président, je dois continuer à faire mon travail. Il faut que les militants entendent ma voix. Ils viennent d'apprendre que Gbagbo est arrêté. S'ils n'entendent pas ma voix, ça risque d'être la débandade sur l'ensemble du territoire. Et j'ai décidé de faire une conférence de presse. Quand j'ai vu Koulibaly Mamadou et Yaoundé à l'hôtel, j'ai dit, si je ne parle pas de la qualité de ces deux personnalités, vont croire que le FPI a fait allégeance. Donc il faut que je fasse une conférence de presse pour dénoncer cette démarche de Ouattara, qui est une démarche pour que les gens viennent faire allégeance. Un certain nombre de personnes même étaient déjà parties. Il faut au contraire, au lieu de croire que c'est par là qu'on peut résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'assied autour d'une même table pour discuter, pour parler de réconciliation, pour libérer ceux qui viennent d'être arrêtés, pour que la Côte d'Ivoire puisse repartir. Je n'ai pas fini la conférence de presse. Quand les FRC sont venus passer des portes, se saisir de moi, m'ont envoyé à l'hôtel du Golfe, où je suis resté 3 jours, le lundi de Pâques, ils m'ont embarqué pour Bouna, et j'ai resté 2 ans et demi. Donc, après ça, pendant que j'étais en prison, j'étais toujours président. Ceux qui étaient dehors, Miaka Ouroté, paix à son âme, était président par intérim. Comment il est arrivé là? Parce que à partir du moment où moi j'étais président, j'étais en prison. Sangara Aboudraman, paix à son âme, qui était premier vice-président, était en prison. Simone Gbagbo, qui était deuxième vice-président, elle était en prison. Il restait comme vice-président, troisième vice-président, Koulibaly Mamadou. C'est lui seul qui était dehors. Donc, logiquement, c'est lui qui devait être président par intérim. Il est venu du Ghana, il s'était vraiment engagé dans une autre voie, et il a réuni les militants pour dire, bon, je suis prêt à assumer l'intérim, mais à 3 conditions. Premièrement, il faut qu'on change le nom du parti. Il faut qu'on change l'idéologie du parti. Et il faut qu'on organise un congrès, parce que je ne veux pas être président par intérim. Je veux être président plein. Donc, ces 3 conditions, les militants, ils ont dit d'abord, avec la confusion actuelle, comment on peut faire un congrès?
avec les FSI ont pris tout le pays. Et puis nous, on ne voit pas pourquoi on doit changer le nom du parti et l'idéologie du parti. Je dis, bon, si vous n'êtes pas d'accord pour avancer dans cette direction, moi je ne veux pas rester avec vous. C'est comme ça qu'il est parti. Donc quand il est parti, il n'y avait plus de vice-président. C'est comme ça, les mêmes camarades m'ont dit, bon, Miaka, toi qui es secrétaire général, tu vas passer président par intérim, et Apoun Laurent qui est secrétaire général adjoint, ton adjoint, va devenir secrétaire général par intérim. Voilà comment les choses ont été arrangées. Jusqu'à ma sortie de prison en août 2013. Et quand je suis arrivé, j'ai pris ma fonction. Il y a des péripéties, si ça vous intéresse, je vous expliquerai, mais j'ai repris mon poste de président en septembre, le 7 septembre 2013. Je suis sorti le 6 août 2013. On a fait la passation des charges le 7 septembre 2013. Je suis revenu président et j'ai mis en place un nouveau secrétariat général. Et c'est ça, et c'est ce secrétariat général qui a fonctionné jusqu'à ce qu'on aille à un dernier congrès en juillet 2018. Évidemment, entre-temps, il y a eu un congrès qui devait se tenir en 2014, qui n'a pas pu se tenir parce que déjà on était dans la crise. Et le seul congrès qu'on a tenu, c'est en juillet 2014. Donc, comme je le dis toujours, c'est normal que des gens veuillent devenir président du FPI. C'est normal, parce que c'est légitime. Mais tant qu'on ne l'est pas, on ne peut pas dire qu'on est. Celui qui est là, il faut lui reconnaître que c'est lui qui est là. Et puis maintenant, voir comment vous voulez qu'on fasse pour que vous aussi vous puissiez diriger. C'est un congrès. Parce que le seul cadre dans lequel on change de président, c'est le congrès. C'est le congrès. Ou alors, le président en existe a démissionné. Ou bien il est à vacances de pouvoir, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, on met l'intérimaire et on convoque un congrès pour élire un nouveau président. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas mêler Gbagbo à cette affaire de président. Parce que si Gbagbo dit qu'il veut être président du FPI, c'est moi qui dois appeler. C'est moi qui dois appeler. Parce que c'est plus simple. Il va m'appeler et dire, bon, viens, pour telle raison, il faut que je sois le nouveau président du FPI. Que je redevienne président du FPI. Et puis moi, je retourne, je rassemble les gens, puis je les explique. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo m'a pas encore appelé pour dire qu'il veut devenir président du parti. Ce sont les gens qui racontent tout. Ils écrivent aussi, Gbagbo dit, mais lui-même, mais est-ce que Gbagbo n'a pas de bouche? Ou bien il a peur de dire, je veux être président du parti. S'il dit ça là, on va le fusiller. S'il ne dit pas, c'est qu'il n'est pas concerné. S'il ne dit pas, c'est qu'il n'est pas concerné. Les gens racontent ça, mais ça ne m'engage que. Le jour où Gbagbo va ouvrir la bouche pour dire « je veux le parti », ce serait un autre contexte. Donc et je sais qu'il ne peut pas dire. S'il veut le dire, il va le dire, et c'est à deux que nous allons régler ce problème-là. Donc ça, c'est pour la présidence du parti. Quelle est la stratégie pour unir les Ivoiriens face à 2020? Mais la stratégie, c'est d'abord que nous-mêmes, on se rassemble et qu'on gagne les élections. Parce que Ouattara ne considère pas la réconciliation comme nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Lui, il préfère gouverner dans la division. Or, nous voulons construire un pays. Et un pays ne peut pas prospérer dans la division. Un pays ne peut pas prospérer dans la méfiance entre les fils et les filles de ce pays. Il y a un minimum qui doit nous rassembler. Que nous soyons du RDR, du PDCI, du FPI, que nous soyons du nord, de l'ouest, du sud, un minimum qui doit nous rassembler. Un minimum qui doit être le soubassement de notre vie commune. C'est notre pays. L'amour que nous avons. Un minimum de rapport. Nous allons faire la politique.
Nous pouvons même dans la même famille, certains être RDR, d'autres PDCI, d'autres FPI. Mais nous savons que nous appartenons à la même famille. Et que ce combat politique que nous menons pour savoir qui doit diriger, avec quel programme, a une limite. Qu'à cause de cela, nous ne devons pas prendre les armes les uns contre les autres. À cause de cela, nous ne devons pas nous haïr mutuellement. Mais ça, il faut quelqu'un pour reconstruire ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit une vraie nation forte. Et que quand notre équipe nationale joue, nous tous, on la soutienne. Pas que, pendant que certains soutiennent pour que l'équipe gagne, d'autres prient pour que l'équipe perde, parce que si elle gagne, il y a quelqu'un qui va en tirer un bénéfice politique. Or, celui-là, on ne veut pas du tout, on ne veut pas le voir ni en peinture, ni même physiquement. Il faut que si on a une armée, les symboles de la République, des biens communs, qui sont des biens qui sont communs à l'ensemble des Ivoiriens. Et que ces institutions-là soient à la disposition de impartiales. Quand on dit un concours, on regarde ceux qui sont les meilleurs, on ne cherche pas à savoir s'ils viennent du nord, du sud ou de l'ouest, avant de les déclarer admis. C'est ça l'égalité. On donne des emplois à tout le monde de façon égalitaire. S'il y a des régions qui sont défavorisées, la solidarité nationale permet de s'occuper d'eux, de leur apporter les ressources qu'il faut pour qu'eux aussi avancent au même rythme que les autres régions. Voilà un certain nombre de choses. Et ça, c'est ça que nous devons bâtir demain. Mais pour ça, il faut gagner les élections. Pour ça, il faut accéder au pouvoir. Mais on ne peut pas accéder au pouvoir sans les élections. Parce que dans un pays, il y a deux modes d'accession au pouvoir. Ou bien tu fais le coup d'État, ou bien tu fais élection. Ou bien coup d'État ou rébellion, tout ça c'est la même chose. On a fait l'expérience de la rébellion et du coup d'État. Personne ne peut choisir ça. Parce que le coup d'État et la rébellion ne construit pas la stabilité du pays. Ça désorganise le pays. Ça crée des douleurs. Donc on n'a qu'à laisser tomber le coup d'État. C'est pour ça que le FPI, depuis toujours, a choisi la voie de la transition pacifique à la démocratie. Gbagbo qui l'a inauguré. Parce qu'à l'époque de Gbagbo, les leaders politiques étaient pour ces formes d'accession au pouvoir. Gbagbo a été le premier parmi les leaders politiques africains à dire non, allons dans la voie de la démocratie. Renonçons au coup d'État. Renonçons à la prise de pouvoir par des voies insurrectionnelles, par des voies antidémocratiques. Choisissons la voie de la transition pacifique à la démocratie. C'est ça qui est l'ADN du FPI. Le FPI, là, il a été construit, il a été bâti dans la philosophie démocratique. S'il renonce à ça, il n'est plus le FPI. S'il renonce à ça, ce n'est plus le FPI. C'est pas autre chose, mais c'est le plus FPI. Donc, quelle que soit la dureté de la bataille démocratique, il faut la mener. Quel que soit l'environnement de la bataille démocratique, il faut la mener. Et c'est pourquoi en 1990, Gbagbo s'est présenté. En 1990, quand Gbagbo se présentait contre Oufoué, les Vaudiers, les Addis Aoulou, paix à son âme, tout ça, ils étaient contre. Qu'est-ce que tu vas le faire là-bas? De toute façon, Oufoué va tout faire pour dire qu'il a gagné. Mais Gbagbo a dit, de toute façon, c'est la voie obligée. Je vais m'y engager. Et en 2000, qu'est-ce qu'il a dit quand il a gagné? Il dit les élections qu'on a organisées, ce sont ces résultats qu'on vient de proclamer en 2000. C'est-à-dire, si je ne m'étais pas engagé en 90, je n'aurais pas gagné en 2000. Donc, dans la politique aujourd'hui, il ne faut pas qu'on croie, il y en a qui croient que tout sera bien, joli, propre, et puis tu viens, tu n'as pas de problème, et puis tu gagnes, et puis tu es président. Celui qui croit ça, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour faire la politique. Si
tu dis que tu fais de la politique, te battre même avec ce qui est mauvaise, avec les difficultés, avec l'insécurité, c'est ça même qui est le travail de l'homme politique africain pour construire la démocratie dans son pays. Parce que c'est comme un plantain. Tu dis que tu vas faire une plantation de riz ou bien de cacao, et puis tu as peur de la bouche, tu as peur des liens. Mais c'est ton action qui va faire que les liens vont disparaître. C'est ton action qui va faire que les serpents vont fuir. C'est ton action qui va faire que cette bouche touffue que tu as trouvée là, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, c'est devenu une belle plantation. C'est-à-dire une belle démocratie. Voilà notre mission. Notre mission, c'est d'attaquer le contexte difficile, antidémocratique, et de le faire reculer. Et de construire, là où il n'y a pas la démocratie, de se battre dans l'action pour qu'il y ait la démocratie. C'est pour ça que moi je suis dedans. Et c'est ce travail-là même qui est le travail le plus stimulant. Et c'est ce travail-là que tous les hommes politiques à travers le monde font. Tous les pays où il n'y a pas de démocratie, ce qu'ils font là, c'est ça. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, ils ont la démocratie dans leur pays. Donc on n'innove rien. Quand moi je dis allons-y aux élections, là, je n'invente rien. Donc il ne faut pas attendre. Parce que la démocratie, là, elle se construit dans l'action. Ce n'est pas les adversaires, ceux qui sont là, les Ouattara, qui vont envoyer la démocratie. Ce n'est pas les Ouattara qui vont envoyer la liberté. Ce n'est pas eux qui vont respecter la loi. Si nous-mêmes, on ne se bat pas pour qu'ils respectent la loi, ils ne respecteront jamais la loi. Donc, c'est dans... Bon, alors, si Brigitte dit, ouais, pour beaucoup de gens, Gbagbo ayant créé le FPI, le parti lui appartient. Non, ça ne lui appartient pas. Il est le fondateur du parti. Parce qu'un parti politique, c'est un bien commun. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut. Quand tu as créé un parti, tu as une place particulière dans le parti. Les gens te respectent. Les gens te reconnaissent que tu es un fondateur. Mais ça, c'est une reconnaissance morale. C'est comme le patriarche dans un village. On lui doit respect, considération. Mais quand il s'agit, par exemple, de choisir, je prends par exemple de choisir un président, il va émettre une opinion. Et à cause du respect que les gens ont pour lui, beaucoup vont respecter cette opinion. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'on aille voter. Parce que c'est ça qui est la foi. Au cours du vote, beaucoup vont dire, comme le fondateur que nous respectons a dit de voter, on va voter. Donc voilà la fonction. Elle est plus morale. Mais quand les gens agissent comme ça, là, c'est pas parce qu'ils considèrent que c'est pour lui. C'est par respect. Parce que si c'était pour lui, il n'y aurait pas de statut dessus. Est-ce que la voiture de quelqu'un est à statut? Ou bien la maison de quelqu'un est à statut dessus? Tu dis que pour être président, il faut faire ça, il faut déposer ceci, il faut faire ça, et puis il faut... Est-ce qu'il y a un vote? Ta propre voiture, ta propre maison, est-ce qu'on vote dessus? Même des gens, même vous, ils peuvent même être 50 dans ta maison. Ils ne voteront jamais. Si tu veux les chasser, tu décides de les chasser, puis s'en vont. Mais s'il y a un statut dans le parti, et qu'on fait des cotisations, c'est parce que ça appartient à un groupe de personnes. Et que c'est ce groupe de personnes-là qui décide de savoir qui ils choisissent comme président. Quelle politique ils veulent mener. C'est ce groupe de personnes qui décide. Celui qui, parmi eux, a donné au parti, a posé des actes pour valoriser le parti, il a une certaine aura que les gens respectent. Mais jusqu'à dans les limites tolérables. Parce que si il dépasse une certaine limite, et s'il abuse de ce respect que les gens lui doivent, les gens peuvent se sentir déliés de ce respect. Et puis lui dire ce qu'ils veulent.
Donc toi-même qui es reconnu comme ça, qui est patriarche là, il ne faut pas abuser. Les gens te respectent, il ne faut pas abuser. Parce que si tu abuses, que tu veux être le gars, ah non, tu exagères. D'ailleurs, même on va appliquer les lois. Puis tu parles, les gens ne t'écoutent plus. Parce que ce qu'ils font là, c'est par respect pour ce que tu as été. Il faut rester dans cette dimension, dans ces limites-là, pour continuer de bénéficier du respect jusqu'au bout. Voilà. Donc, le parti appartient à ceux qui sont dedans. Et ce sont tous ceux-là qui font qu'un leader même a de l'aura. Gbagbo Laurent, là, si il a eu la réputation, c'est que ça nous touche. Chacun a apporté. Chacun a parcouru son village, son canton, son département pour aller parler de lui en bien. Pour demander à ses parents que ce qu'il fait, c'est bon. C'est ça qu'il faut suivre. Que c'est un grand homme. Sinon, si c'est lui seul, il va quitter Gagnoa, passer par San Pedro, Dabou, Abengourou, Bondoukou, et puis il n'y a personne derrière lui. Il ne serait jamais devenu président de la République. Donc, c'est ça. Et il y a des gens qui ont perdu la vie dans cette affaire. Sans forcément être de la famille de Gbagbo. Bon, il faut ça. Les marches, prisonniers politiques, etc., etc. Donc, tous ceux-là qui ont donné leur sang, leur sueur, pour que le pays soit ce qu'il est, il ne faut pas leur dire qu'ils n'ont rien à voir avec le pays. Parce que si tu leur dis ça, qu'ils se retirent, le pays n'est plus rien. C'est ce sang, cette sueur, cette contribution, c'est ça qui fait le pays, c'est ça qui fait leur part dans le pays. Le pays, c'est un peu comme une société par action, hein, où des gens, une société, il y a celui qui a eu l'idée de créer la société, mais il y en a ceux qui sont venus prendre, celui-là, moi je prends 10%, celui-là il prend 20%, celui-là, c'est ça qui fait. Et même, il peut arriver que celui-même qui a créé, un moment donné, devienne minoritaire dans la société. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui soit majorité et puis qui grille la société. Donc, quelle est la stratégie pour unir les Ivoiriens? C'est ce que j'ai dit. Et depuis que je suis sorti, ce que je fais, c'est la stratégie pour unir les Ivoiriens. Quand je suis sorti de prison, j'ai parlé des États généraux de la République comme moyen. Je ne vais pas développer ici, mais on a un plan pour unir les Ivoiriens. Bon, Naomi a dit, la Côte d'Ivoire a suivi quelle opportunité pour aller aux élections. C'est-à-dire, pourquoi c'est important d'aller aux élections? À quoi peuvent servir les élections tant que Gbagbo est en prison? Mais justement, c'est parce que Gbagbo est en prison qu'il faut aller aux élections. Parce que, comme je l'ai dit, c'est par les élections qu'on peut chasser Ouattara. Si en 2015, quand il m'était présenté que j'avais été élu, vous pensez que Gbagbo serait encore en prison? Si j'avais été élu en 2015 président de la République de Côte d'Ivoire, vous pensez que Gbagbo et Blé Goudé seraient encore en prison? Il y a longtemps, il serait sorti. Il serait sorti. Tant qu'on n'est pas au pouvoir. Mais pourquoi il serait sorti? Parce que celui qui est au pouvoir, là, c'est lui qui a des moyens de pression sur les blancs. Celui qui est au pouvoir, là, c'est lui qui est puissant. Ouattara, il fait tout ce qu'il fait là parce qu'il est président. Il est au pouvoir. Parce qu'il a l'aide d'un pays qui est riche. Il a donné téléphone à tel groupe, pétrole à tel groupe, le train à tel groupe, l'électricité à tel groupe. Il y a plein de gens qui travaillent là-bas. Si Afi est président, bon, vous là, c'est vous qui avez ça. Est-ce que vous voulez garder? Si vous voulez garder, libérez Gbagbo. Si vous ne voulez pas garder, si vous ne voulez pas libérer Gbagbo, bon, il y en a qui attendent. Les Chinois attendent. Les Turcs sont là. Les Russes arrivent. On fait quoi? À ce moment-là, comme Gbagbo l'a dit, c'est toi qui as le bic, tu as un moyen de faire ça. Tu viens de trouver Macron, tu parles, il t'écoute. Il t'écoute. Et tu peux
l'amener à t'aider à résoudre tes problèmes politiques. C'est pour ça qu'il faut aller aux élections. Si tu n'es pas aux élections, tu n'as rien, tu es un simple citoyen, tu peux rien faire. Tu viens ici même, tu demandes même à aller rencontrer un député, il ne te reçoit pas. Combien vous avez beaucoup de députés? Votre député n'a pas fait délégation pour dire on va rencontrer les députés français. Vous posez le problème de Gbagbo. Et si vous venez, vous êtes 30, vous êtes 50, ils vont vous recevoir. Ils vont même vous donner la parole à l'Assemblée. Parce que vous êtes puissant. C'est pour tout ça, je dis, allons-y aux élections. Même aujourd'hui, vous voyez la réforme de la Constitution. Mais tu n'es pas à l'Assemblée. On vote toutes les lois contre toi. On t'impose la CI qu'on veut, puis c'est à l'Assemblée, ça se vote, et puis tu n'es pas là-bas. Mais si on avait tu me donnes 30, 40, 50 députés, depuis que le PDC est sorti, en ajoutant les députés du PDC, peut-être qu'on serait plus nombreux que les députés de RHDP. On en a bloqué beaucoup de choses. On aurait pu voter d'autres lois, mais on est absent. Donc, on nous impose des lois. Ils votent la CI qu'ils veulent. Comme toutes les autres lois. Donc voilà l'intérêt d'aller aux élections. Ça nous donne des moyens d'action. Et, comme je l'ai dit, on va aux élections, on va vivre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons encore une chance. Les gens, on dit Gbagbo a quitté, mais ils ne veulent pas le libérer. Ils veulent l'engager dans une autre procédure. Si on ne gagne pas en 2020, on ne sait pas ce qui va se passer. S'ils sont encore là, en 2020, ils peuvent écrire, comme ils viennent de le faire à la CPI, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut qu'on se mobilise pour gagner en 2020. Puis nous, on va écrire autre chose pour envoyer à la CPI. Afin que la CPI libère Gbagbo. Voilà le défi. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à nous entendre, à nous rassembler, au lieu de nous entre-déchirer. Parce que celui qui divise la famille de Gbagbo, c'est celui qui veut que Gbagbo reste en prison. Celui qui veut que Gbagbo sorte de prison là, doit travailler pour l'unité de son groupe. Parce que c'est quand son groupe est uni qu'il peut d'abord influencer les autres. Et demain gagner les élections. Donc, la libération de Gbagbo aujourd'hui, là, comme je l'ai toujours dit, il y a deux voies pour libérer Gbagbo. La réconciliation nationale, c'est une voie. C'est-à-dire, nous tous là, PDCI, RDR, FPI, Ouattara, Bédier, Soro, tous ceux qui sont là-bas, ils disent, bon, dans l'intérêt de notre parti, on n'a qu'à laisser tomber ce qui s'est passé. Plutôt nous entendons. Ils sont en direction de la CPI pour que la CPI libère Gbagbo et Blé. Donc, on a fait consensus. Ouattara même, qui est président, là, il est devant. Parce qu'il veut la réconciliation. Il veut que le pays retrouve sa stabilité. Quand les Blancs vont nous voir tous ensemble, là, ils n'auront plus de raison de garder nos camarades, nos frères. Là. Et c'est ça, c'est quoi je dis là. Et ça, là, je l'ai dit depuis que je suis sorti de prison en 2013. C'est pas nouveau. Réconciliation, c'est la voie. Et si on avait fait ça, même depuis 2013, début 2014, même les charges n'auraient pas été confirmées. Les charges ont été confirmées en mai 2014. Ça n'aurait pas été confirmé. Maintenant, si il y en a parmi nous qui ne veulent pas de ça, comme Ouattara le fait à l'heure actuelle, l'autre solution, c'est l'alternance, c'est le changement. Pour que des gens qui n'en veulent pas à Gbagbo, qui veulent sa libération, soient au pouvoir. Seulement eux, ils vont faire ce que les autres n'ont pas voulu faire. Voilà les deux voies. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre voie. La voie des injures, ça là, tu peux faire ça autant d'années que tu n'en auras aucun impact. Ce n'est pas injure qui va amener les gens à libérer Gbagbo.
Et ça, là, il faut qu'on mette dans notre... Il ne faut pas injure. Ou bien, on va crier, on va faire ceci. Mais si c'était ça, la Gbagbo ne serait pas arrivé à La Haye. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Abidjan là-bas? Des gens qui prennent avion de guerre bombarder une résidence présidentielle pendant plus de 2 semaines pour aller prendre celui qui est dedans là. Et puis, c'est avec un juge, tu vois, il va fuir. C'est avec un juge, tu vas le faire fuir. C'est avec Ménard, tu vas le faire fuir. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. On va se fatiguer. Si on est ensemble, on se fatigue pour rien. Ils sont fous de ça. Donc, c'est pour ça que je vous ramène à ces 2 voies. Réconciliation nationale, alternance politique. Alors, Naomi dit que, quelles que soient les conditions, j'aurais accepté pour pouvoir rencontrer Gbagbo. Non. Je crois que tu parlais du rendez-vous raté de Paris. Mais comment ça s'est passé? Moi, je suis venu dans cette tête pour rencontrer Gbagbo. J'arrive ici à Paris. Parce que l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui était en contact avec moi et entre moi et d'après le président Gbagbo, puisque maintenant j'ai des raisons d'être assez prudent par rapport à tout ce qu'on me dit, ce que je dois faire. Je suis arrivé mercredi. J'ai quitté Abidjan mardi, je suis arrivé mercredi matin. Je pensais que la rencontre avec le président Gbagbo allait avoir lieu jeudi. Mais pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'on m'a dit que le président Gbagbo veut te rencontrer en présence d'Assoadou. Et que Assoadou est déjà à Paris, mais son visa finit au bout de la semaine. Donc débrouille-toi pour arriver ici, sinon ce ne sera pas possible. Donc il n'avait même pas toutes les conditions. Mardi, j'ai tout fait pour réunir les conditions. J'arrive ici. Et quand je suis arrivé, ma première préoccupation, c'était d'abord de voir si je pouvais profiter de la journée de mercredi pour aller saluer Blé Goûté à La Haye. Donc j'étais en contact avec mon épouse pour qu'elle me dise, qu'elle entre en contact avec lui, si je prends le train, où je m'arrête, est-ce que là où il habite, je peux avoir, si c'est encore à l'hôtel, je peux avoir une chambre d'hôtel. Et dans mon projet, donc je vais à La Haye le mercredi et jeudi matin, je prends le train pour aller à Bruxelles. De La Haye à Bruxelles, de revenir à Paris. Et puis là, le monsieur m'appelle au téléphone pour vérifier si je suis arrivé. Il dit oui, je viens d'arriver, que je suis à tel hôtel. Il dit bon, d'accord, tu es arrivé, tu vas aller à RFI. C'est lui qui parle, tu vas aller à RFI faire une déclaration que le journaliste Norbert Navarro est informé, il t'attend, voilà son téléphone, appelle-le. Mot pour moi. Il dit, mais quelle déclaration? Que si c'est pour annoncer que je suis en route pour Bruxelles, les Ivoiriens sont déjà au courant parce qu'avant de prendre l'avion, hier soir, on a fait des photos avec des membres de la direction. Ils sont au courant. Ils savent que je m'en vais à Bruxelles, que ce qu'ils attendent maintenant, c'est le résultat de Bruxelles. Donc, bon, si c'est pour parler après ma rencontre avec le président Gbagbo, il pourra faire une déclaration. Il dit non, le président Gbagbo tient à ça, il faut que tu fasses une déclaration. Mais il ne me dit pas, qu'est-ce que je dois dire? Il a tellement insisté. J'ai dit, bon, d'accord, je vais appeler le journaliste que je connais, Norbert Navarro, il est resté longtemps à Abidjan, donc je le connais, on fait plusieurs interviews avec lui. Donc j'appelle Norbert Navarro. Il me dit, ah, tu viens d'arriver? Il dit, oui, je suis arrivé, je suis à tel endroit. Il dit, ah bon, d'accord, donc il faut me laisser le temps. On m'a dit que tu dois faire une déclaration, donc j'ai allé au journal à chercher mon matériel, et puis je te trouve à ton hôtel. J'ai dit, mais c'est quelle déclaration? Il était tout là, va faire. Il dit, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on attende
après ma rencontre avec le président Gbagbo, comme ça, si tu veux faire une interview, on a tout le temps pour le faire l'interview, et puis il y a au moins quelque chose à dire. Parce que déjà, si c'est pour annoncer que je vais à Bruxelles, tout le monde est au courant. J'ai dit non, que ceux qui m'ont contacté m'ont dit que tu dois parler, que tu dois dire que c'est le président Gbagbo qui est président du FBI. J'ai dit, ah bon? Mais ça là, si c'est ça là, il ne fallait pas qu'il me fasse venir ici. Parce que ce dossier-là, ils en ont parlé, je leur ai dit que le président Gbagbo est président fondateur du parti. Il a été président du parti jusqu'en 2000. Mais depuis 2001, c'est moi. Moi, je ne veux pas venir. Et puis pourquoi je vais aller parler sur RFI? Dis que c'est Gbagbo qui est président du RFI. Sur RFI. Je dis, ah, que ça là, que je leur ai dit que je ne dirai pas ça. Je dis, ah, d'après ce qu'ils m'ont dit, si tu ne dis pas ça, c'est pas sûr que tu vois Gbagbo. J'ai dit, ah bon? D'accord. Je vais les appeler et puis je te reviens. Donc je les laisse et puis je rappelle l'ambassadeur Aka Emmanuel. J'ai dit, mais voilà le journaliste que tu m'as demandé d'appeler, voilà ce qu'il vient de me dire. Il dit, ouais, bon, le président Gbagbo tient à ce que tu dis ça, il faut dire. J'ai dit, mais je t'ai dit que je ne dirai pas. Que j'ai dit dans une conférence de presse que si je rencontre le président Gbagbo et que de sa propre bouche il me dit il veut le parti, je lui donne. Ça j'ai dit. Mais quand je dis je lui donne là, ça veut dire que le parti c'est dans ma main. Ça veut dire que c'est moi qui suis le président du parti. Et que maintenant il veut, donc je lui donne. Mais dire que c'est lui qui l'est maintenant là. Donc depuis 2013, ce que je fais là, c'est pourquoi? Je suis un faussaire. De ça, je ne dirai pas. Il dit, bon, non, écoute, il faut laisser, bon, d'ailleurs, on va te trouver chez toi, il faut nous laisser. Donc, l'après-midi, il vient, comment s'appelle l'hôtel là? Holiday Inn, c'est là où j'étais du passage. Il était une gare de l'Est. C'est là que j'étais. Il dit, bon, on va te trouver à l'hôtel. Je suis là, j'ai même pris une salle que je viens avec Aswad. Oh, il était avec Aswad. Donc, ils arrivent, j'ai pris une salle, et puis on les a rencontrés. Moi, j'avais voulu même que j'ai dit non, Brigitte et Georges là n'ont qu'à rester dehors. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et puis, on s'est retrouvés à Aswad. Oui, il faut aller dire sur RFI que c'est Gbagbo qui est président. J'ai dit, mais je dit qu'il ne dit pas ça, que c'est pas le président. Puis j'ai dit que si je le vois lui-même et puis il me dit il veut, je lui donne ça. Je suis prêt et c'est pour ça même que je suis venu. Mais avant de le rencontrer là, je ne vais pas aller dire quelque part que c'est Gbagbo qui est président. Et que dire que Gbagbo est président, si c'est ça qui faisait président là, toi, Adou, là, et puis les autres là, depuis des mois, c'est ce que vous racontez à Bignan. Si ça suffisait, pourquoi tu allais me demander de dire pour moi? C'est pas dire Gbagbo, président Gbagbo, c'est pas ça qui fait. Et que donc, laisser affaire de Gbagbo là, je vais aller le rencontrer. Et puis, on va. Donc, tu ne connais pas le congrès de Mama. Il n'a pas eu de congrès à Mama. Il a expliqué dans les vidéos là qu'un congrès là, c'est un organe d'un parti qui a son mode de convocation, sa composition, etc., etc. Et quand on dit qu'on veut élire un nouveau président, ça veut dire que le mandat du président en exercice est fini. Au congrès, le président qui a fini son mandat, il fait son bilan moral et financier, comme dans n'importe quelle association. On vote même titus. Et puis après, on vote le nouveau président. Est-ce que je vous ai convoqué à Mama pour un congrès? Je ne vous ai pas convoqué, je n'étais pas à Mama. Non, il n'y a pas eu de congrès là-bas. Il y a des gens qui se sont retrouvés là-bas, mais ce n'est pas le congrès. Donc, voilà. Alors, bon, sur ce, et c'est comme ça que, comme vous avez appris que les Agnès Monet et tout ça sont partis, et elle est partie après. Donc, j'ai les textes ici, hein, je peux vous les lire. Je vais prendre demain un jour.
D'accord, ok. Bon. Donc, c'est comme ça que la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Mais sinon, tu peux partir. Mais C'est avec comme ça. les éléments comme ça, nous, on a besoin de ça. C'est comme ça que, de toute façon, après, si vous voulez, je vous les donnerai. Hein. Ce que, par exemple, De toute façon, on ne va pas restreindre et tout la recherche de la vérité et tout par rapport à des déshydratants, transport, etc. Ah, d'accord. Sinon, on t'accompagne, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Tu me cherches. voilà, par exemple, le dernier texte que l'ambassadeur même m'a envoyé, qui a mis fin à notre entretien. Hein. Comment ça? Oui, oui, mais bon, qui n'en parle déjà après et tout, mais c'est bon, tout ça. Lui, dans le où ils sont après. D'accord. Ouais, donc, je vais les chercher plus. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les conditions. Moi, j'ai compris que les gens ne voulaient pas que qu'on mette fin à la crise. Alors, pour la paix en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je compte faire? Est-ce qu'on compte laisser le Gbagbo en prison? Quelles sont nos propositions? Mais, cela dit que les gens, le vrai problème que nous avons, c'est comment on fait pour libérer Gbagbo. Sinon, vous n'êtes pas seul à vouloir la libération de Gbagbo et les bleus. Parce qu'il y en a qui croient que c'est eux seuls qui ont envie que Gbagbo soit libéré. Mais nous tous, on veut que Gbagbo soit libéré. Nous tous, on est engagés dans ce combat. Seulement, il y en a qui ont fait comme si c'est eux seuls qui ont la solution et que les autres, là, il ne faut même pas qu'ils mettent leur bouche dans la photo. C'est comme ça que vous vous êtes approprié de façon unilatérale, de façon arbitraire, le combat. Et puis les autres sont là, ils vous regardent. Ils n'ont même pas le droit de mettre leur bouche dedans. Parce que de toute façon, ce sont des traîtres. Ce sont des vendus. Donc, donc vous avez, nous autres là, vous nous avez neutralisés. Vous nous avez neutralisés. Et puis vous avez, comme vous considérez que c'est vous qui savez quelle est la voie, quel est le moyen pour libérer Gbagbo, vous avez pris ça, vous avez mis sur votre tête, puis nous on n'a pas le droit de regarder dedans. Donc on est assis là. Donc vous avez affaibli le camp de Gbagbo. Parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent aider, qui ont des idées. Et ceux-là, ils n'ont pas le droit à la parole. Ceux-là, vous les avez déjà condamnés. Vous l'avez déjà exclus. Voilà ça. Or, quand même, moi, ça fait, comme je dis, ça fait 33 ans que je fais la politique. Or, malheureusement, ceux-mêmes qui ont pris la tête, même pas 2 ans de politique. Ils n'ont même jamais été même conseiller municipal, quelque part. Et aujourd'hui, ils font comme si c'est eux qui savent comment on va faire pour libérer Gbagbo. Et que vous, là, qui avez été premier ministre, vous ne connaissez rien, vous êtes des vendus. Foutez-nous le camp. Voilà pourquoi. Voilà. Et puis on a fait jusqu'à voilà où on est arrivé. Maintenant, nous tous on est fatigués. Gbagbo est toujours en prison. Et puis on se regarde. Voilà le problème. Le problème que nous avons, c'est ça. C'est que nous autres, nous qui avons une autre vision, une autre lecture, une autre démarche, vous ne nous laissez même pas expliquer ça. Pourquoi on regarde si au moins il y a un peu de vérité dedans? Pourquoi on voit si, en faisant ça là, au moins on peut sortir le Gbagbo de prison? Or, plus vous faites, plus la situation de Gbagbo même se complique. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, même ces pays disent il n'y a plus tout ce qu'on a, ce dont on a accusé Gbagbo, tout ça c'est faux. Ils gardent quand même et puis ils durcissent les positions.
Ça veut dire que la façon dont on se bat là, c'est pas bon. Il faut qu'on change. Ça, on doit le comprendre. Que notre façon de nous battre là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il faut qu'on change. Et il n'est pas trop tard, comme je l'ai dit. Parce que même ce que Ouattara est en train d'écrire aujourd'hui là, si on avait choisi, les gens m'avaient écouté, ils n'auraient jamais écrit ça. Ils n'auraient jamais écrit ça. Bon, donc, mais je voulais m'arrêter là pour dire que mettons-nous ensemble, écoutons tout le monde, analysons ce que chacun apporte comme idée, voyons, essayons les solutions des autres pour que le Grand Gbagbo puisse être libéré. Alors, Ruth, tu disais, quelle démarche faites-vous pour les rencontrer? C'est nos camarades qui... Mais je fais tout. Ils m'ont exclu, ils ne veulent même pas me voir, ils ne veulent même pas m'écouter. Même vous là-haut. C'est parce que les choses ont commencé à évoluer, sinon vous ne voulez pas me voir non plus avant. On n'est pas prêt pour toi. Ah, alors, comment vous voulez que qu'on va dans le du passé? Si vous êtes dans cette attitude. On n'est pas prêt pour toi. On est là. On est là. Oui, mais moi, pour moi, c'est une avancée. Non, pour moi, c'est une avancée. Voilà. Parce que ça veut dire que les cœurs commencent à s'apaiser et que maintenant, de plus en plus, on va pouvoir parler et puis voir comment on fait ensemble. Il faut qu'on dialogue. Voilà. C'est ça. Comme le dit Donc, par exemple, depuis qu'il y a eu la ministre Tissena Yobi, il a même choisi comme pour organiser un groupe de contact pendant près de 2 ans. Même la recevoir comme ça. Quand même où Samuel était encore vivant, même les recevoir comme ça pour parler des gens de Dieu. Elle a écrit même une lettre pour demander rendez-vous. Samuel n'a même pas voulu ouvrir la lettre. Quand il a vu que ces choses, il a donné à Kondi, bon, moi, ce qui me surprend, j'ai dit, mais tout ce qu'ils font là même, c'est pas libre. On a envoyé des chefs religieux, même les chefs BT de Gagnois, avec le chose d'Écoster. Je ne sais pas si tu connais d'Écoster. Ils ont demandé, ils ont mis 1 an avant de les recevoir. Et quand ils les ont reçus, la réunion s'est terminée en queue de poisson. Le pasteur Dion Robert, l'Abidjan, je suis allé, je lui ai expliqué ce qui se passe. Il a décidé d'être médiateur. Il les a convoqués. Le jour même où ils devaient venir, ils ont refusé d'aller. Un gars comme Abou Sissé. Abou Sissé, aujourd'hui, il ne parle plus beaucoup parce qu'il a été dedans qu'à un moment, il a décidé de jouer aussi la médiation. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Il a parti sa porte. Bon, donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est les autres qui disent qu'ils ont problème avec moi. Donc, à partir du moment où je n'ai pas de problème avec quelqu'un, bon, si aujourd'hui même, quand je vous ai demandé qu'on se rencontre et que vous avez dit oui, on est venu. Moi, c'est ce que je souhaite. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on a à se diviser. Je ne vois pas l'intérêt. Je vois les inconvénients, mais je ne vois pas les avantages. Donc, c'est ceux qui se sont retirés qui doivent comprendre que notre intérêt, c'est d'être ensemble. S'il y a un problème, on se met derrière la table et puis on discute. C'est tout. Et puis on va trouver la vérité, où se trouve la vérité, et puis on va avancer. Bon, quelles sont les initiatives? Voilà les initiatives que j'ai faites. Est-ce que j'ai dit voir Simon? C'est la même chose. Quand Simon est sorti, d'abord quand il était en prison, j'ai demandé à aller la voir. En 2014 déjà, elle était à Oudini. Ils ont trouvé des formules pour dire depuis je ne suis pas arrivé. Quand elle est sortie, j'ai demandé, jusqu'à présent j'attends. Ah oui, j'ai demandé. Ma question. Mais tes gars, les autres qui sont autour de toi, je peux les recevoir. Je dis aux gens, bon, allez-y. Les Tibi, les Tissinadjobi, tous les gens, allez-y, ils sont partis la voir. Tous les autres sont là, ils sont partis la voir. Mais quel jour tu reçois la fille? Il y en a même qui ne voulaient même pas aller. Dis pas, si elle ne veut pas rencontrer le président, la fille, nous, on ne met pas fille là-bas. Et il y en a qui ne sont pas partis. Donc,
c'est dans son temps. C'est à son niveau. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ça aussi, il faut que vous le notiez. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'est sur les idées qu'on peut débattre. Mais sur les idées là, j'ai mes idées. Et si on se rencontre, je vais les exprimer. Et si la majorité considère que c'est ça qui est bien, on va faire. Si la majorité considère que c'est pas ça qui est bien, que ce sont les idées de Georges ou de Brigitte, mais en fait, où est le problème? C'est ça la démocratie. Moi, je suis un démocrate. Je n'ai pas envie d'imposer ma vision, mais je vais défendre mes idées avec conviction. Et chercher à convaincre ceux qui sont là. Pour que ce soit ces idées-là que nous suivons. Quand vous finissez. Alors, donc, Ruth, comme tu disais, quelles sont les conditions que les gens ont posées? Quoi qu'il a posé, il a dit que. Pardon. Maintenant, ça. Bon, tu as beaucoup parlé. Comme tu as beaucoup parlé. On sera obligé de revenir. Alors, tu dis que je suis dans une évolution. On a encore du temps. Non, non. C'est juste à 23 heures. Donc, je suis constant. Hein. C'est parce que c'est vous, comme vous ne me connaissez pas. Et vous n'avez même pas cherché à me connaître. Si, on te connaît. On vous connaît, s'il vous plaît. Non, mais donc, c'est du pays, on est en frère. C'est un camarade militant. Ah bon, d'accord. Donc, si tu me connais, donc peut-être que tu ne m'as pas bien sous-pesé. Voilà. Tu ne m'as pas bien sous-pesé. Sinon, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je dis ça depuis 2013, depuis ma sortie de temps. Parce que ce que j'ai dit, j'y ai réfléchi longtemps. Quand j'ai dit il faut qu'on participe aux élections, ce n'est pas pour nuire à quelqu'un. Quand j'ai dit que s'il y a le dialogue, il faut qu'on la saisisse pour avancer. Donc, mon discours n'a pas changé. Mon discours n'a pas varié. C'est le même discours que j'ai tiens depuis 6 ans. Alors, comme tu dis, est-ce que je n'ai pas raté un moment pour communiquer? Non, je n'ai pas. J'ai essayé. J'ai essayé de communiquer comme je pouvais. Mais l'adversité était très forte. Parce que des gens ne sont pas d'accord avec toi. Ils disent, il veut tourner la paille de Gbagbo. Il a un deal avec les Blancs. Il a ceci et cela dans le contexte que nous connaissons, où les gens sont meurtris par l'arrestation du président Gbagbo. Et tout ça, les gens ne réfléchissent plus. Les gens ne réfléchissent plus. Toi-même qui es accusé, si tu ne fais pas attention, quelqu'un même te rencontre quelque part et tu t'assombres. Parce que c'est comme ça l'être humain. C'est-à-dire que, et c'est ce qui se passe souvent dans nos villages, quand on dit, ah, tel malheur, tel problème qui est dans le village, c'est telle vieille femme. Les gens ne cherchent pas à aller nous poser des questions, discuter. On se jette sur elle. Et on cherche à lui faire la peau. Parce que souvent, le problème même pour lequel on l'accuse, le problème est encore vivace. Les gens sont meurtris, les gens sont affectés, et puis on dit que c'est toi qui es l'auteur. Donc c'est dans cette situation que j'étais. Et c'était compliqué pour peut-être asseoir les gens même pour leur expliquer que ce sont des mensonges, que faut pas qu'ils croient qu'on n'y est pour rien. Personne n'était prêt à s'asseoir pour t'écouter. Au contraire, c'est chercher à t'enfariner si tu rencontres. Tu vois, donc, tu comprends le contexte. Le contexte, c'est ça. Mais ça, c'est logique aussi. Hein. Quand des gens sont meurtris, quand les gens sont affectés, touchés au plus profond d'eux-mêmes, toi qui présentes comme un bouc émissaire, et c'est pour ça que le système de le principe de bouc émissaire a été, les gens sont prêts à taper sur celui qu'on présente comme l'auteur, sans chercher à savoir s'il est vraiment coupable, mais s'il est innocent.
Voilà pourquoi la situation était difficile. Donc il a fallu du temps pour que progressivement on cherche à commettre. Et la progression aussi était liée aux moyens. Parce que c'est un phénomène qui avait pris tout le pays, et même l'extérieur du pays ici. Mais pour parler, tout ce monde, il faut pouvoir se déplacer. Il faut avoir les moyens. Se passer dans toute la Côte d'Ivoire. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fini d'expliquer et de m'expliquer. Parce que partout où tu passes, les gens te posent des questions sur ça et tu es obligé d'expliquer. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas perçu la nécessité de la communication, mais le contexte était difficile et les moyens limités pour communiquer à grande échelle. Si c'était dans des pays développés comme la France ou des pays démocratiques, où vous avez des chaînes de télévision qui sont à la disposition des gens, et vous pouvez faire des débats avec un journaliste qui peut vous poser toutes les questions sur l'affaire, à ce moment la communication va vite. Mais ce n'est pas la RFI qui va nous offrir une antenne pour nous expliquer. Donc c'est de bouche à oreille, dans le corps à corps, comme on le fait aujourd'hui. Et j'ai eu des milliers de rencontres, des gens qui viennent à 3, à 15, à 50, et puis on explique le même discours, on explique. C'est comme ça que progressivement, les gens ont commencé à comprendre. Parce que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit, la crise au pays, quelle est la source? Parce que bon, on n'avait pas posé la question, mais il faut que je vous explique pourquoi il y a On n'a pas fini. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Il y a une deuxième liste. D'accord. Et depuis l'importante question arrive, donc ils ont essayer qu'on aille. Bon, alors vous dites de repenser les choses et d'abord. Vous avez dit quelle est votre démagogie quand nous ne sommes pas dans le même labyrinthe. Bon. Mais même si on est dans le labyrinthe, il ne faut pas s'asseoir dans le labyrinthe et attendre que la solution arrive pour vous pousser dehors. Il faut se battre, il faut avancer. Même si dans le labyrinthe il y a des obstacles, il faut voir comment on les enjambe pour avancer, pour pouvoir sortir du labyrinthe. Si on reste assis, à ne rien faire, on ne sortira jamais du labyrinthe. Or, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour sortir du labyrinthe. Parce que, comme je le dis souvent, les 3 éléments qui ont aidé Ouattara à réussir son plan, en 2010, les 3 éléments. 1. Sarkozy était au pouvoir ici. C'était son ami. 2. Compaoré était au pouvoir au Burkina. C'était aussi son ami. Et le 3e élément. Bon. Donc, or, même en 2015, quand on allait aux élections, ces 2 éléments n'existaient plus. Parce que si Sarkozy n'était pas ici, si Compaoré n'était pas, d'abord il n'y aurait jamais eu de rébellion, si Compaoré n'était pas président au Burkina. Et quand il y a eu la crise, les choses se seraient passées différemment. Ensuite, le 3e élément, c'est la communauté internationale, en dehors même de Sarkozy et de... En 2010, ils avaient fait bloc. Or, aujourd'hui, cette communauté internationale, qui l'a même accompagné militairement, n'est plus dans les mêmes dispositions d'esprit vis-à-vis de Ouattara parce qu'il a déçu. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, il a déçu par rapport à la gouvernance, la corruption, tout le monde l'a décrit. L'absence de réconciliation, tout le monde, et même le fait qu'aujourd'hui, il y a 2020 arrive, et puis les gens sont encore inquiets, c'est un signe de son échec. Il n'a pas apporté la paix et la stabilité au pays. Donc, même ceux qui l'ont aidé, il n'a pas donné satisfaction. La pauvreté, elle est grandissante. L'insécurité aussi. Donc, il y a des élections, les gens, ceux même qui l'ont accompagné, ils vont regarder les Ivoiriens décider entre eux. Ils ne vont pas aller prendre le président de la CEI au siège là-bas pour l'envoyer au QG de campagne des candidats et puis dire il faut parler. Ça, c'est fini. Donc, c'est un nouveau contexte et c'est pour ça que nous pouvons dire que la sortie du labyrinthe n'est pas loin. Mais il faut qu'on s'engage, il faut qu'on se batte.
Alors, Simone Gbagbo sanguine. En fait, quand j'ai utilisé le mot sanguine, ce n'est pas pour l'insulter. C'est pour dire que c'est une dame qui est, voilà, qui est chaude. C'est tout. C'est pas une insulte pour dire qu'elle est dynamique, elle est chaude, qu'elle est. Je voulais dire. Mais c'est que ce n'était pas le mot approprié alors. Dans tous les cas. Mais ça, Voilà. c'est peut-être comme mon français n'est pas très très chaud, c'est bon. Elle peut comprendre ça et puis m'excuser. Voilà. En colère aussi. Hein. Non, je n'étais même pas en colère par rapport à ça. C'était quelqu'un qui voulait voir comment vous pouvez qualifier les uns et les autres. Donc, ce n'était pas dans un moment de colère. Ça fait tâche. Ça fait tâche, hein. Alors, vous n'avez pas trop envie de couper le cordon ombilical sans nous dire où vous allez. Non, je n'ai pas coupé le cordon ombilical. Parce que les gens croient que je veux rompre avec Gbagbo, faire une expérience différente. Non, on est dans un parti. On avance en capitalisant les acquis du passé. Mais il faut avancer. Ce que moi je reproche, c'est quand on dit Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Ça, je ne peux pas ça. Parce que c'est pas comme ça on a commencé. Hein? Go! Oui! Go, on a dit Vous remettez Go en cause. Hein? Vous remettez en cause. Je dis, je suis opposé farouchement à ce terme-là. Ah, il faut nous en demander l'explication. Mais c'est en français, non? Non, non, mais même si... il a même- fallu Attends, Non, il faut Non, laisser. mais je connais la situation. Non, la situation. Ouais. non. Oui. Parce que au niveau même des corps et tout, Mhm. il y a une explication et une sémantique. Ok? Il y a Ouais. ceux qui aimeraient présenter les corps et tout comme étant des extrémistes. Mhm. Il y a ceux qui aimeraient donner une définition et tout de gore, etc. et tout. Exact. Nous, on fait partie, par exemple, de ceux qui ont créé, moi je fais partie de ceux qui ont créé le contexte, Mhm. par exemple, nos Gbagbo, nos PIS. Mais encore, il faut comprendre ce que ça signifie. Mhm. Aujourd'hui, là, l'histoire de la Côte d'Ivoire et puis le passé récent et tout nous donne raison aujourd'hui. Nos Gbagbo, nos PIS ou gore, quand on dit Gbagbo ou rien, est-ce que vous-même, là, au-delà de ce que vous faites au quotidien, en allant voir les gens et tout, au-delà de la politique ivoirienne, au-delà de vos tractations, que ce soit de l'opposition, que ce soit du PDC, etc. et tout, est-ce que le nom du président Laurent Gbagbo ne revient pas? Est-ce que d'une Oui, mais façon... c'est pas rien. Non. Le rien là, c'est ça. Non, Qu'est-ce qu'il y a dans le rien là? je suis en train de venir pour vous Les dire, gens disent, ouais, pour vous dire simplement que d'une façon ou d'une autre, en tout cas, la boussole, c'est toujours Gbagbo. Et donc, nous, on fait partie des personnes qui disent que on peut avancer, on avancera, mais on avancera plus vite. Si le président Laurent Gbagbo... Voilà. Non. Il faut demander aux auteurs et tout, quelle est la pensée de voilà, c'est ça en fait. Non, enfin, il faut changer. Si votre slogan, Oui. si votre slogan n'est pas compris par nous autres, Et il faut bac et- plus 5 pour comprendre. il faut. Il faut bac plus 5 à certains pour comprendre. Oui, mais nous tous, on n'a pas bac sur plus 5. Ah, bah, voilà. Donc, et puis, je pense que ceux qui ont bac plus 5, Oui. ils sont une minorité dans la population, par exemple, ivoirienne. Voilà. Par exemple, la population ivoirienne comme dans le monde. Donc, il faut des slogans qui ne choquent pas. Il faut des slogans qui ne choquent pas, qui rassemblent. Mais en tout cas, c'était Et ça, vraiment ça ça notre rassemble esprit. pas. Voilà, c'était vraiment ça notre esprit. rassemble pas. Et ça reste notre esprit en fait. Bon, d'accord. Donc, Alors, moi, je Entre pose. parenthèses, hein, parce que comme on avance, le temps avance. Il est fini, il est fini. Il y a les derniers. J'ai fait des vidéos, il y a certaines personnes qui posent des questions. Ok. Ah, d'accord. Oui, Je c'est vais quoi? prendre quelques. Ok. Non, attends, d'abord, nous, on va finir de parler. Et si vous voulez. Non, il y a des questions qui viennent se saisir de Ah bah, Non, c'est nous d'abord. Ok. Donc, Bon, je vois qu'on a terminé ça cette a première terminé. fois. Ok, donc on va prendre notre liste là. Des questions courtes, comme ça il va répondre rapidement. Ok. Bon, quelle autre question? Oui, d'accord. Eddie Denéa. Oui, oui. Moi, je me présente Edith Denéa, dit Maman Gbagbo. Ma question, elle est là. Il nous reste une demi-heure. Hein, donc. Ouais. En 2010, j'ai vu tout à l'heure le monsieur Afinguessa, il a dit qu'il fallait aller aux élections en 2015 pour pouvoir. Lui-même, il est allé aux élections en 2015. Il a vu les résultats.
lui-même il sait qu'avec ça, Ouattara, mais lui-même il sait qu'il n'allait pas gagner les élections. C'est comme il a accompagné Ouattara pour qu'il soit au pouvoir en 2015. Maintenant, FPI dit il n'a qu'à donner le logo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va donner le logo ou il ne va pas donner le logo. Parce que nous, on reconnaît Gbagbo. Si lui-même il sait que Gbagbo en prison, en politique, si le FPI dit qu'il n'a qu'à donner le logo, si lui dit qu'il ne veut pas donner le logo, c'est comme lui veut que forcément qu'il soit président de FPI, d'abord qu'il soit au pouvoir pour que Gbagbo sorte de prison. Donc ça veut dire s'il n'est pas président, donc ça veut dire tant que lui, il n'a pas être président pour être au pouvoir, donc ça veut dire que Gbagbo va rester au pouvoir. Et en prison, FPI dit de donner le logo. Donc moi je veux qu'il me réponde, il donne le logo, puis Merci. No logo, no peace. Sonaki. Non, c'est moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Afi. Voilà, moi je vous ai rencontré déjà peut-être à 2 ou 3 reprises, mais c'était à l'époque où c'est grâce à elle que je vous ai rencontré, mais à Abidjan. Voilà. Et ma question est la suivante. Moi je voulais savoir qui sont les personnes qui vous bloquent, qui font que vous n'arrivez pas à diriger le FPI comme il se doit. Voilà. Et puis, est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous aimez les Ivoiriens? Voilà. Et puis, en 2015, vous êtes parti aux élections, vous avez obtenu 9% des voix. Pensez-vous qu'en 2020, vous allez gagner? Voilà. Et puis, voilà. Il y a encore des prisonniers, ceux qui ont travaillé avec vous à l'époque, tels que Dobo Blé, Seka, tous ceux-là sont en prison. Et en tant que président du FPI, depuis que vous êtes sorti de la prison, vous avez fait quoi comme démarche pour permettre à vos camarades de sortir de cette prison qui est la MACA? Et puis, bon, ma dernière question, pourquoi est-ce que depuis, vous ne faites pas de manifestations, de marches au niveau de la Côte d'Ivoire pour que tous ces vaillantes personnes qui adorent M. Laurent Gbagbo puissent vous suivre, puissent vous accompagner? Parce que depuis là, on ne voit pas ça. Pendant que, quand on vous a attrapé, vous avez été arrêtés, vous tous, hein. Moi, j'ai coulé des larmes quand je vous ai vus. J'ai coulé des larmes. Même jusqu'aujourd'hui, là où vous êtes en face de moi, j'ai comme l'impression que c'est une deuxième personne qui est en face de moi et que ce n'est pas vous, alors que c'est vous. Ça me fait énormément plaisir. Mais mon souhait aurait été que oui, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, vous concernant, les gens vous salissent. Moi, je ne vais pas jouer avec vous. Hein. Je suis une chanteuse, donc ma voix porte. Là, sur mon direct, là, j'ai près de moi peut-être 200 personnes qui me suivent. Alors que là, il est hyper tard hein, en France. Voilà. Et donc, moi, ma voix porte. Et vous faites quoi? J'aimerais que vous vous pliez. Parce que les gens vous salissent. Vous vous pliez pour votre parti que vous dirigez aujourd'hui, pour Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la douleur dans leur cœur. Nous, on a pris notre courage à 2 mains, même pour les gens qui nous ont dissuadés. Voilà. Et quand ils ont libéré M. Laurent Gbagbo, disons la force de libération qu'ils ont faite là, nous, on a créé un groupe qu'on appelle la résistance trop c'est trop, pour ne pas laisser le temps libre comme ça, parce que c'est en union qu'on peut gagner une bataille. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous sommes restés un petit groupe de personnes qui nous battions pour M. Laurent Gbagbo aujourd'hui. Tout le monde a baissé les bras. Mais pensez-vous pas que vous devrez faire un effort pour débloquer cette situation-là, pour que tous les fils et filles qui sont égarés aujourd'hui, tout le monde a baissé les bras, tout le monde puisse payer. C'est ma dernière question. Merci. J'ai une voix qui... Ben, vas-y. Ouais. Bon, comme on le dit souvent, peuple béni. Voilà. L'humilité peut faire l'amour. Ouais.
l'humilité précède la gloire. Peut-être que mon vieux père dit. Va un peu vite, s'il te plaît. Voilà. Mais il m'a vu. Là, on se rencontre, on se surprise. Il m'a vu, ma grande soeur pouvait me connaître. Qu'est-ce que vous attendez de nous pour cette réunion? Voilà ma question. Vous êtes venu pour une fois. En 2015, c'était autre chose. Voilà. Nous sommes en 2019. Vous allez sur 2019. Vous allez chercher à nous rencontrer. Qu'est-ce que vous attendez de nous pour votre Côte d'Ivoire? Voilà ma question. Et après, en plein. Qu'est-ce que vous attendez de nous, les cyberactivistes qui sont probables, qui sont gore, comme moi je l'ai dit, seulement qui est le mot gore, c'est depuis votre passage à Paris en 2015 que le mot gore est sorti. Qu'est-ce que vous attendez de nous et vous êtes venu en retour? Voilà, je m'arrête là. Merci. Voilà, moi, comme je ne vais pas parler, mais c'est à travers ce canal, j'ai 5 personnes qui me posent pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas votre parti politique? Vous ne laissez pas les FPI encore. Et il y a d'autres personnes qui disent pourquoi est-ce que vous avez convoqué vos frères et sœurs du parti devant la justice? Et puis, pourquoi c'est arrivé? Et puis, ces 2 personnes ont été arrêtées, ils ont été mis en prison jusqu'à présent. D'autres sont sortis, et il y a d'autres encore en prison. On ne sait plus, il y a des arrestations arbitraires, ou des fêtes ou des passions de vie. Et ils veulent savoir ça. C'est ma question que je peux poser à travers ces personnes qui me posent des questions actuellement. Et nous allons continuer petit à petit. On aura le temps. Il faut qu'il refasse encore. Bon. Ok, bon, une dernière question. Une dernière question, ouais, je la pose et tout. C'est encore Black Modo. 9% aux élections. D'une façon ou d'une autre, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une majeure partie et tout des Ivoiriens pro-Gbagbo et tout qui ne vous soutiennent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Deuxième point, qui fatigue beaucoup les Ivoiriens, mais vraiment les Ivoiriens, c'est pourquoi vous ne suivez pas et tout l'exemple du sieur Mamadou Koulibaly, qui à un moment donné a décidé et tout de créer une association politique. Voilà, une association de personnes âgées et tout, mais qui reste quand même une association. Donc voilà. C'est bon? C'est tout. Oui, une question. Je voulais savoir, est-ce que là, actuellement, parce que bon, moi, c'est le but, je pense que tous les frères qui sont là, c'est notre but aussi, je pense. Hein. Est-ce que le ministre, le premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, voudrait actuellement, est-ce qu'il est prêt actuellement de recroiser le président Laurent Gbagbo s'il étant fils et fille de Côte d'Ivoire, on peut faire de notre même possibilité pour essayer d'encore retenter une jonction. Cette réunion, cette rencontre encore. Parce que là, je me dis, surtout pour tous les Ivoiriens, parce que je suis aussi connecté, hein, les Ivoiriens, ce serait plus, je pense que ce serait plus avantageux de sursoir pour l'instant les élections, de participer, parce que les Ivoiriens, plus vous acharnez à participer aux élections, cela encore tue votre popularité, ça aggrave encore la situation. Le mieux actuellement, c'est de nous battre ensemble. Moi, ce que je suis venu entendre là, pourquoi j'ai mobilisé mes frères et sœurs pour leur dire de venir, c'est d'entendre qu'on se mette ensemble. Parce que ce régime-là, quelle que soit la puissance, si on est ensemble et qu'on fait, il faut un soulèvement populaire pour faire partie de Draman Ouattara. Un instant. Donc, parler de réconcilier, parler d'aller aux élections, moi, franchement, je ne m'associe pas à cette stratégie-là, franchement. Pour moi, c'est de mettre toutes les possibilités de notre côté à mobiliser les Ivoiriens. Il faut aller au charbon avec Draman Ouattara. Il faut qu'il parte de gré ou de force. Il doit partir. C'est tout. Voilà. Il faut
faire des grèves en Côte d'Ivoire, ville morte. Il faut sortir, mobiliser les gens. Si vous aujourd'hui, M. Pascal Afingessa, si vous dites aujourd'hui, demain, vous nous donnez la certitude que vous voulez voir le président Laurent Gbagbo, nous on fera des pieds et mains pour que la rencontre soit faite. Et si vous dites aujourd'hui que vous allez faire sortir les Ivoiriens pour faire partie de Draman Ouattara, nous qui sommes là, nous sommes capables de mobiliser les Ivoiriens, de leur dire de vous suivre dans la rue. C'est tout ce qu'on peut faire. Pour l'instant, il faut sursoir les élections. Moi, c'est ce que je trouve plus... Voilà. Tu es rêvé. Alors, je suis avec tous mes camarades. Nous avons pris une salle qui a un temps qui nous est imparti. Et le doyen, moi je le dis doyen, en tant qu'Ivoirien, traditionnellement, l'ancien, va répondre aux questions qu'il peut répondre pour respecter aussi le temps. Parce que nous sommes en Europe. Alors, ce que je vais dire, ce sera une doléance. Grand démocrate, parce que avec tout ce qui nous a étalé, il a une stratégie peut-être que les gens ne comprennent pas. Ce que je voudrais dire, personnellement en tant que fils ivoirien, 2020, nous, vos enfants, ne sont pas encore aptes à aller à des élections. En tant que démocrate, écoutez notre voix. 2020, cette date, nous ne sommes pas encore aptes à aller à des élections. Parce que, dans tout ce que vous avez expliqué, nous avons entendu parler de réconciliation. Les élections se font dans une période de paix. Dans la joie. C'est comme ça que sous le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons connu les élections. Ce que vous voyez venir et ce qui vous amène à être stratège, mais malheureusement les gens ne vous comprennent pas, est la douleur qui n'est pas encore extirpée du cœur des Ivoiriens. Ma voix et la voix de beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas prêts. Ils sont encore dans la psychose des élections. Parce que 2011 n'a pas encore eu la sève écoulée. C'est une doléance que je souhaiterais apporter à l'ancien Premier ministre, Papa Afingessa. Nous ne sommes pas aptes pour ces élections. Qu'il écoute la voix de tous ces Ivoiriens-là pour qu'ils puissent mettre ça dans sa stratégie. C'est ce que je tenais à dire. Je vais terminer par là. Quelles sont les personnes? Bon, je crois que c'est Edith qui est la première. Oui. Les résultats de 2000. Logo. Est-ce que c'est. Donc, il faut que le président Gbagbo attende en prison tant qu'il n'est pas président. Non, je crois qu'il n'a pas compris. Edith. Excusez-moi, moi j'habite. Il a dit qu'aujourd'hui, on cherche celui qui peut libérer le président. Si toi là tu peux le libérer, tout le monde, les Ivoiriens vont t'appeler. Mais, non, laisse. Non, parce que ça parle comme si, moi, en tant qu'AFI, la stratégie que moi j'ai et que j'évoque depuis 2013, c'est qu'il y a deux moyens. La réconciliation. Pour cela, depuis 2013, j'ai appelé la réconciliation. J'ai parlé des États généraux de la République. Ouattara dit que ce n'est pas l'avantage. Je lui dis pas dans ça. Il dit donc, les gars, venez, on va aller aux élections le chasser. Et puis, comme ça, il aura la foi. Parce qu'en dehors de ces deux voies-là, moi, je ne vois pas d'autres. S'il y en a une, et vous-même là, vous n'en voyez pas d'autres. Puis voilà, vous avez tout fait, mais on a assis. Donc pourquoi si vous êtes bloqué, pourquoi ce que j'ai dit là, vous n'écoutez pas? Alors que vous n'avez pas d'autre voie. Vous n'avez pas d'autre voie, on vous propose une voie, vous dites non. Ça là, on n'aime pas. Mais ce n'est pas une question de dire on aime ou on n'aime pas. C'est une voie, mais ce n'est pas une voie. Donc c'est vous qui avez la solution. Moi j'ai une solution, c'est ça là.
Maintenant, peut-être que vous avez une autre solution. Dites-la et puis on va voir, on va comparer à la mienne. Si elle est meilleure, nous tous on va se mettre derrière ta solution. Mais moi j'observe que depuis 6 ans, vous ne voulez pas vous condamner ma solution, vous m'excluez, mais vous ne progressez pas. Et que même la situation empire. C'est ça qui est la réalité. Alors si c'est comme ça, pourquoi on ne révise pas pourquoi vous ne révisez pas? Pourquoi vous continuez à condamner une solution que vous refusez d'expérimenter alors que ce que vous faites n'avance pas? Mais FPI dit de donner le logo que vous avez. Mais ils n'ont qu'à prendre. Non, Comme c'est jeunes, ils n'ont qu'à prendre. Autorité, allez-y, vous avez des questions. Voilà. Parce que ce n'est pas une affaire de logo, la présidente du FPI. La présidente du FPI, ce n'est pas une affaire de logo. Et qui veut même le logo là? Celui qui veut là, est-ce qu'il est plus méritant que moi? Qu'est-ce qu'il a apporté au FPI? Celui qui demande le logo là. Il a apporté quoi au FPI? On dit que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Il n'est pas président. Il a été fondateur, mais c'est moi le président. Parce que le président là, ce n'est pas une affaire de dire on dit. C'est une affaire on est ou on n'est pas. Voilà. Et donc, comme ils disent ça et que ce n'est pas la réalité, on est bloqué là. Donc ça veut dire, vous ne voulez pas laisser FPI. Non, c'est notre Non, se comprendre. Mais vous savez, vous croyez que je suis seul. C'est-à-dire que, parce que ceux qui disent ça, là, ils croient que l'affaire de FPI, c'est une affaire d'argent. Et qu'il suffit qu'elle dit je donne. Même si je dis je ne suis plus président là, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui va prendre ma place et qui va continuer la même chose. Donc laissez à l'autre, quelqu'un d'autre va faire. Mais pourquoi il va laisser? Pour te faire plaisir. Ah si c'est juste ça. Modo. Donc si tu as comme ça, tu vas attendre le chargeur. Voilà, parce que si tu veux avoir le FPI, ça pour moi. Il faut venir à un congrès du FPI. Tu te présentes contre moi, tu me bats et puis tu prends. Si c'est pas ça là, tu ne l'auras pas. Donc si tu veux avoir le FPI, parce que moi j'ai été élu à un congrès, et le FPI là c'est un parti qui est organisé. Le président ne se promène pas avec le site, et puis il donne à qui il veut. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour les militants. Et c'est les militants qui donnent à qui ils veulent. Et ce sont les militants qui disent tous les 3 ans ou les 5 ans, tu viens nous rendre compte. Si on n'est plus d'accord avec toi et qu'on veut t'échanger, ceux qui sont candidats, on regarde dedans et puis on prend un. C'est comme ça que fonctionne un parti. C'est comme ça que fonctionne une association. Il y a un montage alors. Mais on ne va pas finir ici comme tu dois. Il y a un montage. Tu es un pays. Mais je suis pas. Oui, Laisse les gens Edith, ça veut dire que tu ne connais pas comment fonctionne un parti. Voilà. Et on t'enseigne. Mais c'est nous, on a marché plus. Et je dis, on t'enseigne et ne peut pas éviter. Là, tu débordes. Mais il sait que je ne suis pas FPI. Mais tu peux sèche. C'est pas un débat avec toi. C'est pas un débat avec toi. Edith. Que M. Abidjan, ça n'est pas laissé le logo. Il n'a qu'à les créer pour lui. Edith, c'est bon. Il faut parler. Il faut écouter. Oui, je vous C'est-à-dire écoute. que tu es jeune, si tu es bloqué dans la tête, là, tu vas pas avancer. Non, je suis pas bloqué dans la tête. Voilà. Il faut être ouvert et quand les gens t'expliquent des choses que tu écoutes et Mais tu moi, en je tiens vois compte. que ce n'est pas. Les questions qu'on vous pose, ce n'est pas ce que vous nous donnez comme réponse, vous détournez. Quel est le détourné? Quand je te dis que le FPI, un parti politique, son président, là, on l'élit à un congrès. Où est le détournement? Non, il n'y a pas eu congrès à Abidjan. Il y a eu congrès en juillet 2018. Deux congrès. Il y a eu congrès en juillet 2018 et j'ai été reconduit. Il y a eu 4500, 4000 votants, 4000 congressistes qui sont venus et qui m'ont élu pour 5 ans encore président du FPI. Et c'est passé sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout. Il y a des questions. Bon, alors, Sonati, qui sont les personnes qui vous bloquent? Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Non, qui vous empêche de diriger le FPI comme il se doit. Bon, bloquer, c'est trop dire. Aujourd'hui, il y en a au niveau du FPI, comme certains qui sont de l'autre côté, avec qui on ne s'entend pas. Ça, c'est vrai. Mais moi, je continue mon travail. Je tends la main, je leur demande de revenir, mais je continue mon travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés contre moi, que peut-être même ils ne souhaitent même pas que ce soit moi qui sois président du FPI, que je ne vais pas faire mon travail. Parce que de toute façon, la vie politique, elle est faite comme ça. Il y a ceux qui t'aiment, qui sont d'accord avec ce que tu fais, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Mais toi, tu fais ton travail.
et tu fais ton travail dans le cadre des structures de ton parti. Il y a un congrès, c'est lui qui décide, il y a des organes qui fonctionnent. Donc je continue à faire mon travail. Aujourd'hui, nous venons d'élire un secrétaire national de la GFPI, demain on va élire la secrétaire nationale de l'OFPI, et après nous allons aller pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle de 2020. On continue. Voilà. C'est-à-dire qu'on respecte la position de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On leur parle pour leur expliquer notre vision et pour voir comment nous pouvons faire pour qu'ils reviennent afin qu'on soit nombreux. Mais on continue. Parce qu'en politique, la politique c'est une arithmétique. Si tu perds 10, que tu gagnes 30, ça veut dire que tu as avancé. Et moi je sais que le LPI là, ceux qui sont dedans en 2010 ne sont pas forcément ceux qui seront dedans en 2020 ou en 2030. Il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont rentrer. Donc, ce que toi, président du parti, tu fais, c'est comment tu fais pour que le parti avance et qu'il y ait de plus en plus de monde. Ceux qui sont dehors, à qui tu parles, s'il y en a qui comprennent qu'ils viennent, tant mieux, tu continues avec eux. Mais s'il y en a qui veulent rester dehors, parce que c'est une question de conviction politique, c'est leur droit. Mais il faut quand même rester ouvert à eux. Il faut toujours leur dire que leur place est au parti, mais on ne va pas s'arrêter à cause d'eux et rester là assis à les attendre. Nous, on avance. Parce que ce que nous faisons, c'est ce que nous pouvons apporter à notre pays. Et ce que nous voulons apporter à notre pays, là, ça ne va pas toujours convenir à tout le monde. Moi, je sais que dans ce temps-là, j'ai quelque chose à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Si dans 5 ans, 6 ans, je considère que je suis fatigué, je suis vieux et que je dois me retirer de la politique, je me retire de la politique et puis les autres continuent. Pendant ce temps, j'aurais fait ce que j'aurais pu faire pour le pays et puis ce que j'aurais résolu comme problème, serait tant mieux. Ce que je n'aurais pas résolu, ceux qui vont prendre la relève vont continuer. Parce que dans cette affaire, il s'agit de savoir qu'est-ce que chacun apporte à la construction de la nation, là où il est, et avec les adversités comme les opportunités qui s'offrent à lui. Donc, voilà dans quelle dynamique moi je suis. Je cherche à rassembler, mais je ne suis pas prisonnier de l'unité. Je ne suis pas prisonnier de l'unité. Je suis ouvert à l'unité. Ce dont je suis prisonnier, c'est la mission qui m'est confiée par les militants. Alors, est-ce que j'aime les Ivoiriens? Mais c'est parce que j'aime les Ivoiriens que je fais ça. Les Ivoiriens et puis la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Si je ne les aimais pas, il y a plein de choses que je n'aurais pas tolérées. Je ne serais même pas devant vous, ici. Je ne serais même pas devant vous. Je ne serais même pas ouvert, par exemple, au Ouattara, parce que je sais ce qu'ils m'ont fait. Mais je me dis que si je reste accroché à mes frustrations, je suis à la tête d'une organisation où il y a des millions de personnes. Les millions de personnes là, eux là, c'est pas ce que la prison que tu as fait là, on t'a fait pomper là, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, qu'est-ce que tu fais pour résoudre nos problèmes? Qu'est-ce que tu fais pour que nos enfants aillent à l'école? Qu'est-ce que tu fais pour que nos produits on paye bien? Si tu t'accroches à tes frustrations et que tu te mets dans une logique où tu combats les gens parce que tu es frustré, tu n'es pas la Côte d'Ivoire. Tu cherches à te venger, tu cherches à assouvir ton cœur, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui te préoccupe. Mais pas le sort des Ivoiriens. Quand on est à la tête d'une organisation et qu'on veut être utile, il y a beaucoup de couleuvres qu'il faut avoir la capacité d'avaler. Beaucoup de sacrifices qu'il faut avoir la capacité d'avaler. Et tous les grands hommes, ils sont passés par là. Tous les grands hommes d'État. Par rapport à la politique qu'ils mènent et par rapport aux souffrances qu'ils ont endurées, ce n'est pas pour se venger de ce qu'ils ont souffert. Au contraire, parfois, quand ils sortent, ils tendent la main, même à leur boulot. Nelson Mandela, pourquoi il est devenu aussi célèbre? Parce qu'il a fait plus de 20 ans de prison. Mais quand 27 ans. 27 ans, mais quand il est sorti, 25 ans, mais quand il est sorti, 27. Il a tendu la main. C'est plus une référence. Il a tendu la main aux Blancs. Parce qu'il voyait bien qu'ils sont là. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas leur dire, je vais les jeter à la mer. Ou bien on va les aligner pour les tuer tous pour qu'il n'y ait plus de problème de blanc. Le problème blanc est là, le problème noir est là. Qu'est-ce que je fais en tant que président pour qu'on dépasse les batailles qu'on a eues,
les affrontements qu'on a eus, les morts qu'il y a eu, les frustrations que les uns et les autres ont eues. Comment je fais pour me réconcilier tout le monde et créer une grande nation? C'est ça qui est devenu son programme. Et c'est par rapport à ça qu'il est devenu célèbre, qu'il est resté dans l'histoire. Donc, c'est ça aussi l'amour. L'amour doit se manifester par ce qu'on est capable de faire au nom de son pays. Et moi, j'essaie de faire modestement ce que je peux faire pour faire avancer le pays. C'est pourquoi je ne suis pas dans la logique de l'affrontement permanent. Puis je dis, trouvons une formule pour mettre fin à cela. Et c'est que j'appelle mes compatriotes pour dire, si je suis à la tête de ce pays, je vais tourner la page des affrontements. Je vais apaiser les cœurs de tout le monde. Je vais libérer tous ceux qui sont en prison. Je vais faire en sorte qu'on dédommage tous ceux qui ont souffert de cette crise, pour que les gens aient le cœur apaisé et que la Côte d'Ivoire soit un pays apaisé, un pays réconcilié qui peut avancer sur la voie du développement. Alors, est-ce que je pense gagner en 2020? Il a répondu à ta question. Logiquement, je devrais gagner. Logiquement. Pourquoi? D'abord parce que je pense modestement que j'ai l'expérience. Je disais que ça fait 33 ans que j'ai fait tous les postes. J'ai été ministre, j'ai été maire, j'ai été député, je suis président du conseil régional, j'ai été premier ministre, je suis président du parti depuis 18 ans et grâce à ça, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je connais le problème des Ivoiriens, je connais le pays. Ça, ce sont des atouts importants. Ensuite, ceux qui sont là ont échoué. Le pays est toujours divisé. Et le pays a besoin de réconciliation, de paix, de stabilité. Et c'est dans cette ligne-là, dans cette voie, que j'ai inscrit mon action. Je ne suis pas pour la division. Je ne suis pas pour la vengeance. Je suis pour l'unité nationale. Je suis pour la réconciliation nationale. Je suis pour que ceux qui souffrent retrouvent la paix du cœur. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, le président Gbagbo est en prison. Mais tous ceux qui ont voté pour lui, ils sont tous meurtris. Et lui-même, il refuse de participer même à la vie de leur pays. Mais s'ils sont exclus, ce sont des hommes à moins pour le développement du pays. C'est la division qui fait. Donc il faut mettre tout le monde ensemble. Il faut apaiser, il faut consoler tous ceux qui sont meurtris, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent parce qu'ils ont des parents qui sont en prison, qui ont été assassinés. Et à qui on n'a même pas dit un mot de compassion. Par exemple, à l'Ouest, à Dieucoué, à Ditrozon, etc., etc. On est passé sous silence. On a fait comme si rien ne s'est passé. Ceux-là, il faut aussi leur parler. Il faut qu'ils voient quelqu'un en face qui va leur dire des mots de compassion. Et moi, je suis dans cette logique. Donc, c'est pour ces raisons-là que je dis que je peux gagner. Mais, vous avez votre part. Et notre ami PPB. Qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que j'attends de vous? Non, mais il n'a pas fini le Ce mien. que j'attends de vous, c'est qu'on se rassemble pour avoir une voix commune. Parce que c'est l'unité qui fait la force. L'unité qui fait la force. Et que le choix de la voix, là, qu'on décide ça de façon démocratique. Est-ce que la voie dans laquelle vous êtes là, c'est elle qui peut nous mener à la victoire, à la résolution des problèmes que nous affrontons? Ou bien est-ce que c'est ma voie, la voie que je propose là, c'est ça là qu'il faut essayer? Mais ça, on discute démocratiquement et moi, je suis prêt et je crois que nous tous même, on est d'accord qu'il faut changer de voie. Ce que je pose aujourd'hui, surtout à votre niveau, c'est que vous avez encore la meurtrissure au cœur. La meurtrissure. Qui fait qu'on a du mal à pouvoir aller au-delà. Mais j'ai dit, la politique là, si tu n'as pas la capacité de dépasser tes meurtrissures et tes frustrations, tu ne peux pas avancer. Si tu restes bloqué par la souffrance que tu as endurée, tu ne peux pas avancer. Et tu peux même pas gagner sur l'adversaire qui est en face. Or, c'est de cela que nous sommes prisonniers aujourd'hui. De cela que nous sommes prisonniers aujourd'hui. Et donc, c'est
ce que j'attends de vous, c'est qu'on se mette ensemble, qu'on définisse ensemble la voie pour résoudre les problèmes et pour pouvoir avancer ensemble. C'est tout ce que j'attends. Définissez ensemble. C'est surtout ça que j'attends. Parce que la division, là, on voit les conséquences. Moi, quand je vois ces tiraillements entre nous, je dis que c'est un gâchis inutile. Un gâchis inutile. Parce que les tiraillements entre nous là sont devenus le principal problème de notre échec. Et le principal atout de nos adversaires. La force de Ouattara aujourd'hui, c'est la division. Merci. Autorité. Non, je viens. Avec votre permission, ce qu'il a dit est très important. Est-ce que vous pouvez accorder une deuxième rencontre comme celle-là? Parce qu'il vient de dire quelque chose qui est très important. Nous avons bravé beaucoup d'intimidations. Je vais finir avec la question de Sonati. Puis elle a dit, pourquoi pas de marge manip pour que ces vaillantes personnes... Les dogos bleus, tout ça. Oui, mais vous savez, c'est ça aussi le rêve que vous faites. Le rêve que vous faites, c'est de croire que la marche est une solution, est une panacée. Les manifestations sont une panacée. C'est-à-dire, si tu dis que tu es opposant, il faut marcher. Mais ça dépend du problème que tu veux régler. Un instrument, là, on l'utilise par rapport à un problème. La marche, ça ne veut pas dire que... C'est pour ça que ici, en France, les gens marchent à gauche, à droite, pour ceci, cela, pour des revendications salariales. Mais on n'est pas en France. Ah, bah voilà. Mais non. On n'est pas en France. Nous, on est en France, non. Ah oui, mais donc il faut donc adapter à chaque cas la solution. Moi, nous, on a fait des marches. En 2014, ce n'était pas une marche, c'est moi-même qui ai appelé au boycott du SGPH. Ça veut dire que les manifestations là, ce n'est pas mon totem. Mais chaque fois, une manifestation est adaptée à un problème et à un contexte. Si tu ne tiens pas compte du contexte, tu ne tiens pas compte du problème, et puis toi, tu dis marche, c'est que tu ne fais pas la politique. Est-ce que c'est marche? Le problème qui est posé là, est-ce que c'est marche qui règle? Si tu vois que c'est marche qui règle, tu fais marche. Mais si c'est pas marche, tu vas aller marcher là, ça va donner quoi? Les marches ne sont pas une solution miracle, hein, où on marche et puis le problème est réglé. La preuve, ici, la preuve même en Côte d'Ivoire, on a mis peut-être plus d'1 million de personnes dans la rue avec Blé Goudé. Il y a eu plein de marches. Mais en 2011, on a perdu le pouvoir. Ici même, quelle marche vous n'avez pas faite? Ici, en France. Et même à la haie. On obtient gain de cause, hein. Donc, voilà, il faut nuancer, hein. Ça porte les flux. Hein. Tous les acquis sociaux et tout en France et tout, c'est l'objet et tout de manifestations, de mobilisation et tout. Merci, on est d'accord sur le fait que les contextes ne sont pas pareils, les contextes... Ça, on est d'accord dessus, sinon ça se débat. Par exemple, un élément de contexte. Cela qui parle de marche. Nous, on a fait, en 2017, en juin 2017, on a appelé la marche de la colère. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, comme vous ne le suivez pas trop. Si, on suit. La marche de la colère, est-ce que les gens sont sortis? Mais pourquoi? Les gens ne sont pas sortis, pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Puisqu'elle dit que si j'appelle, les gens vont venir. Oui, mais ça, c'est elle qui ne maîtrise pas les dossiers. Mais sinon, nous, on vous a suivi. Nous, on vous a suivi. On a vu, par exemple, qu'il y a des marches où tout le monde attendait que le chef Afinguessan lance un appel, où il était dans des discussions sur l'itinéraire, etc. En fait, non, nous, attendez, voilà, ce qui nous divise. Comme toi. Non, s'il te plaît. Ce qui nous divise, et je crois que la question a été posée, c'est que vous avez une lutte, on la mène avec un leader. Et un leader, on lui fait confiance ou on ne lui fait pas confiance. Vous voulez être le leadership. Non. Non. Puis vous voulez que ce que... Attendez, s'il te plaît. Ce que vous pensez, ce que vous voyez, vous êtes convaincu que c'est ça, que celui qui ne fait pas ça, c'est que c'est un foutu.
Là, ils nous connaissent. On a dit non. On a dit laisse. Non, mais c'est parce que le vrai problème est là. Le problème même du FPI, c'est là. Moi, la division et le privé, c'est ça. C'est que vous voulez qu'Afi fasse ceci, cela. Or, Afi, quand il regarde tout ce que vous dites de faire là, il voit que c'est pas ça là qui va résoudre le problème qui est en face de lui. Selon lui? Bien sûr, selon lui. Voilà. Oui, mais c'est lui qui... Parce que c'est lui... Pourquoi on est aujourd'hui à la table de discussion? Voilà. S'il a le leadership, qu'il sait tout, qu'il a toutes les solutions. Je suis venu pour vous convaincre. Voilà. Ok. D'accord. Et vous n'êtes pas venu non plus pour convaincre n'importe qui, C'est ça aussi le d'une façon ou problème. d'une autre. Donc ça veut dire, l'un dans l'autre, on comprend que on est dans un ermitage. Le Bernard Lermite, c'est... Monsieur le Bernard Afi, là, Lermite, c'est ici, l'escargot. là, il y a Non, 300 c'est personnes important. là. Non, je attends. Le Bernard Lermite, Ouais. c'est la jonction entre un escargot qui, lui, a sa coquille et tout pour se protéger, mais qui en même temps n'est pas capable de se procurer de la nourriture. Et donc, il se rend compte qu'il y a une crevette qui, elle, avec ses pinces et tout, est capable de lui trouver de la nourriture, mais le ventre de la crevette et tout est très fragile. Donc, il y a la crevette qui rentre dans la coquille de l'escargot pour protéger son ventre, mais en mettant les pinces. Et ça, c'est l'ermitage. Et le Bernard Lermite, c'est l'animal qui nous montre même que chacun a besoin de l'un de l'autre. Sonati dit, C'est ça. nous sommes restés un petit groupe. Tout le monde a baissé les bras. Ça encore, c'est son avis. Ça encore, c'est son avis, c'est discutable. Écoutez, c'est pas discutable. Bon, ok. Mais si tu n'es pas capable, Il faut qu'on parte. À ce moment, il y a des collègues. Oui, on a compris, tout va bien. Mais en même temps, si on reste sur les notes et tout, c'est des points de faiblesse et tout. On négocie pas, je sais. Non, on ne parle même pas de ça et tout. Là, on lui dit, ouais, Sonaki a dit, vous êtes faible, quand on est petit et tout. Et tout. Non. Tu m'as compris ou pas? Voilà. C'est sa question. Oui, mais Chico, nous on s'en fout. C'est pas ça. Non, faut pas dire ça, c'est sa question. Bon, tu vas faire, je ne vais pas venir, je ne vais plus discuter de quoi que ce soit. Non, c'est sa question. Nous, on est obligé et tout de nuancer la je chose. vais conclure avec la question. Parce que sur les De Naomi. qui sa question, elle a fini dans sa question. On ne voit pas le Bon, c'est bon. Mais j'ai une frérot. T'as quel problème? S'il vous plaît, on va conclure. S'il vous plaît. Ouais, non, mais Naomi a dit, est-ce qu'il Mais il me fout de lui, à je me fous de tout le monde. Mais moi, je ne fais que Ok, ça sois depuis modo. 2015. Donc reste tranquille. Depuis que je peux sortir, que mes sanctions ont été levées, je peux sortir, je ne fais que chercher à le rencontrer. Donc si quelqu'un peut, et la première fois où on m'a dit non, il est prêt à te recevoir, j'ai pris l'avion pour venir. C'est les mêmes qui m'ont dit ici. Donc il faut faire ça, sinon tu ne le rencontres pas. Donc si vous pouvez m'obtenir un rendez-vous sans préalable, dès que vous allez annoncer au lendemain, vous me verrez ici pour aller le rencontrer. Ok. Bon, donc, terminé, vraiment, je voulais vous remercier encore une fois d'être resté malgré le retard. Ah, pour notre pays, on a le temps. Et du contenu de nos échanges. J'espère que chacun va réfléchir à tout ce que nous avons dit entre nous ici. Vous, pour ce qui concerne ce que j'ai dit, moi aussi, pour ce qui concerne tout ce que vous avez avancé. Et qu'avec le temps, nos positions vont se rapprocher, parce que nous avons besoin de nous rapprocher, de nous entendre sur la voie, sur les objectifs, pour à la fois être utile à nos camarades qui sont en prison, au président Laurent Gbagbo, à Charles Bégoudé, tout comme à ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, et pour être utile à notre pays, parce que nos parents souffrent de grandes douleurs et nous avons besoin de nous rassembler pour les sortir de cette situation. En tout cas, infiniment merci d'être venu. Samedi, il y a une rencontre avec la diaspora également, à ma maison, où vous êtes conviés pour poursuivre les discussions dans ce sens-là. Donc vous avez des questions également posées avant que vous veniez les plus. Alors on va poursuivre ça. Non, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, on tenait à vous dire merci. Parce que pour nous, ce pas que vous avez posé, mes amis et moi,
On a discuté et on jalousait un peu. On jalousait un peu le côté au pouvoir. On les a vus avec leurs camarades activistes, Alassane et sa femme aux États-Unis, Soro Guillaume et ses camarades, et nous, qui nous revendiquons adeptes du président Laurent Gbagbo, personne ne nous a approchés. Donc pour ça, on tient à vous dire merci pour le respect et bravo pour la démarche. Alors, le samedi, si on peut... D'accord, on sera là. Merci. Allez, bye bye.